Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui nous allons parler du sujet des bases de données et cette vidéo sera la première d'une longue série qui va parler de ce sujet. En fait, les bases de données, on en parle souvent en ce moment quand on parle de big data ou quand on parle de données sauvegardées sur un serveur distant avec le cloud ou ce genre de choses. Et en fait, je trouve intéressant d'essayer de comprendre comment on construit une base de données, qu'est-ce qu'est vraiment une base de données et qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans une base de données. Et j'espère pouvoir répondre au moins à ces questions, au moins les aborder dans cette première vidéo d'introduction. Et puis nous verrons par la suite un petit peu comment faire évoluer une base de données, comment vraiment la rendre, comment la créer physiquement avec des langages de programmation, que ce soit en le SQL pour avoir des bases relationnelles ou alors en NoSQL. Et puis nous allons couvrir un spectre assez large des notions de la base de données. Donc je vous propose de commencer directement pour voir à la base pourquoi nous avons créé une base de données. La base de données, en fait, vient d'une problématique. Nous avons essayé de sortir les données du programme. Alors pourquoi est-ce intéressant de sortir les données du programme? Eh bien tout simplement puisque les personnes pourront modifier les données sans être elles-mêmes développeurs. Par exemple, si vous êtes par exemple déjà allé sur un site marchand, vous avez des articles, vous pouvez sélectionner des articles, vous pouvez les mettre dans votre panier et ainsi de suite. Eh bien vous donnez la possibilité à des gens qui ne sont pas informaticiens de créer des articles, qui créeront par exemple la référence de l'article, la désignation de l'article, le prix de l'article. Ils pourront renseigner toutes ces données et les stocker quelque part dans une base de données qu'ensuite un programme viendra exploiter pour pouvoir les afficher sur le site marchand. Donc en fait, il y a vraiment une volonté de sortir, de différencier les données, c'est-à-dire tout ce qu'on va traiter, qu'on va traiter par exemple les fichiers clients pour une entreprise, les données de comptabilité, ce genre de choses, ou alors dans le cas d'un site marchand, toutes les données d'un produit, sa désignation, son code référence, et on va séparer ça des traitements, qui seront par exemple que le produit existant, je vais le mettre dans le panier, puis il participera à une commande, puis il sera expédié vers la personne qui l'a commandé. Ça, ce sera de l'ordre des traitements. Donc on a cette volonté de différencier les données des traitements. Ce qu'on attend aussi, c'est un accès concurrent aux données. Là, par exemple, si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un sur des documents comme des documents tableurs, des documents traitement de texte ou des documents texte, vous vous rendez compte que la personne qui ouvre le document, en fait, le bloque en écriture pour les autres personnes qui veulent y accéder. Alors, si vous imaginez sur un site marchand, si on utilisait la même logique, ça voudrait dire qu'une personne qui met un article dans son panier, en fait, cet article ne pourrait plus être acheté par d'autres clients en attendant que la première personne ait validé sa commande. Évidemment, on ne pourrait pas fonctionner comme ça. Donc la base de données, en fait, a aussi des mécanismes qui permettent de traiter les accès concurrents, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent accéder à la base de données en même temps, et il y a un mécanisme de verrouillage qui est effectivement géré, mais ça n'empêchera pas les deux personnes de pouvoir accéder en même temps. Ce qui est intéressant aussi, là j'en arrive plutôt à des langages compilés comme par exemple peut l'être le C++, c'est que vous n'êtes pas obligé de recompiler le programme lorsque vous changez les données. En effet, le programme, lui, va se baser sur le contenu de la base de données, peu importe quel est son contenu, et donc si vous modifiez le contenu de la base de données, le programme va continuer à regarder le contenu de la base de données. Vous n'aurez pas à modifier le programme, vous n'aurez pas à le recompiler. Et donc, vous pouvez encore une fois modifier les données sans vraiment comprendre le programme, sans être développeur et d'avoir compris le langage dans lequel est écrit le programme qui exploite ces données. Donc ça arrive au quatrième point qui permet effectivement aux informaticiens de modifier les données sans avoir à tenir compte des traitements. C'est-à-dire qu'on peut ajouter un article, on peut en supprimer un, on peut en mettre à jour, on peut modifier une fiche client, on peut la mettre à jour, sans vraiment comprendre comment fonctionne le programme qui est derrière, qui va gérer notre client. En fait, vous allez vous adapter au formalisme de la base de données, c'est-à-dire que vous avez décidé que votre client est identifié par un numéro, un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone, et en fait, à partir du moment où vous respectez ce formalisme dans la base de données, eh bien, vous pourrez ajouter des données sans le programme qui tourne derrière, il va exploiter ces données, saura exactement retrouver ces informations. La partie aussi qui est intéressante, c'est qu'à partir du moment où les données sont à part des traitements, eh bien, vous pouvez organiser les sauvegardes de ces données. Vous pouvez dupliquer les données sur plusieurs serveurs si vous voulez quelque chose de sécurisé. Vous pouvez les sauvegarder à plusieurs heures de la journée, au cas où vous voudriez revenir en arrière sur un traitement qui a posé problème.
Et donc vous voyez que vous sauvegardez beaucoup moins de choses. Vous sauvegardez les données et vous ne sauvegardez pas systématiquement les traitements. Sinon vous seriez obligé de sauvegarder les deux ensemble alors que les traitements évoluent peut-être un petit peu moins vite. Là, vous pouvez sauvegarder les données d'un côté, c'est ce qu'on fait dans la base de données, et vos traitements, eux, seront sauvegardés souvent dans un outil de versionning, comme peuvent l'être Git ou Subversion. Et donc en fait, c'est les évolutions de l'un et de l'autre qui seront sauvegardées parallèlement. Enfin, pour les bases de données, elles permettent aussi de maintenir la cohérence des bases de données. Par exemple, si vous utilisez, et c'est souvent le cas pour des bases de données très simples, vous utilisez un fichier tableur. Vous l'avez peut-être déjà fait, par exemple, vous voulez avoir les dates d'anniversaire de vos proches, vous ouvrez un tableur, vous mettez le nom de vos proches, vous y associez, à chaque ligne vous mettez un ami, et dans la ligne vous mettez leur date de naissance. Ok. Et puis vous reprenez cette même logique, vous reprenez un autre tableur et où vous mettez leur numéro de portable dedans. Bon, c'est quelque chose qu'on ne fait plus d'habitude, puisque maintenant, en fait, les smartphones ont remplacé ce genre de fonctionnalité. Mais imaginons ça maintenant pour l'exemple. Vous prenez donc un deuxième tableur, vous mettez le nom de la personne, et vous mettez un numéro de téléphone. En fait, rien ne fait le lien entre ces deux tableurs Excel. C'est-à-dire que la personne que vous avez mis pour sa date de naissance, si vous ne pensez pas à le mettre dans l'autre tableau avec son numéro de téléphone, en fait, le tableur ne vous le signalera pas. Il ne vous dira pas, attention, il y a une incohérence. Là, tu as la date d'anniversaire pour une personne, par contre, tu n'as pas son numéro de téléphone pour lui souhaiter. Et les bases de données, surtout les bases de données relationnelles, vont mettre des mécanismes en place pour maintenir justement cette cohérence. De dire, mais attention, tu es en train de faire quelque chose qui casse la cohérence. C'est-à-dire que tu es en train d'avoir quelque chose dans l'un des fichiers et tu ne l'as pas dans l'autre. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pas voulu? Personne ne vous posera la question dans le cas où vous utilisez un tableur. Donc, mieux vaut pour les questions de cohérence de passer par une base de données. Est-ce qu'on utilise déjà des bases de données comme ça au quotidien? On peut faire quelques analogies avec des choses qui existent et on peut déjà les considérer comme des bases de données. J'en ai mis quelques-unes ici. Le format ini, par exemple, vous avez des fichiers .ini dans votre arborescent, souvent utilisés par votre système d'exploitation. Eh bien, ce sont des fichiers de configuration de certains programmes. Là aussi, si vous ouvrez ces fichiers ini, vous allez voir une syntaxe qui se ressemble énormément à l'affectation d'une variable, c'est-à-dire que vous avez le nom d'une variable, un chemin, quelque chose, égal, et puis derrière, un chemin. Eh bien, ça permet en fait de spécifier des attributs, en fait, vous affectez d'une valeur à une variable en dehors du programme. Et donc, vous pouvez modifier les valeurs des variables en dehors des programmes, et sans avoir à recompiler le programme, sans avoir à le modifier. Donc ça permet de modifier des données indépendamment du traitement qui est fait derrière. Donc on peut le considérer comme une petite base de données. Bon, là on n'a pas l'aspect relationnel qu'on vient de voir, mais c'est déjà sur l'aspect séparation données-traitement, on est déjà à peu près sur quelque chose d'approchant. On peut utiliser un fichier de texte simple pour une base de données, comme on l'a vu avec un fichier simple ou un fichier tableur, par exemple. Le fichier tableur s'adapte bien parce qu'on a vraiment une grille, et vous pouvez stocker des informations que vous avez envie. Vous pouvez ouvrir par exemple un notepad, vous tapez dedans votre liste de courses, et ça va être un aide-mémoire. Vos données seront stockées dans le fichier texte. Mais on se rend compte que si vous multipliez les fichiers, vous ouvrez des autres fichiers texte, vous mettez autre chose dedans, votre liste pour Noël, des choses à ne pas oublier pour votre travail, des choses comme ça, vous allez vous rendre compte que ça commence à être difficile à organiser. Vous allez vous retrouver avec des fichiers texte un petit peu partout sur votre ordinateur, peut-être que vous aurez des informations redondantes que vous aurez mis dans plusieurs fichiers, et ce sera très difficile à organiser. Donc là aussi, la base de données va nous montrer qu'il y a des avantages à utiliser une structure base de données. Vous avez la structure XML aussi, qui peut servir de base de données. La structure XML a l'avantage à la fois de contenir des données et aussi de pouvoir mettre des tags autour pour dire à quoi correspond la donnée. Donc c'est une structure qui est déjà beaucoup plus intéressante, puisque par rapport à un fichier de texte simple, elle contient à la fois l'information et elle contient aussi la désignation de l'information. Donc c'est pour ça que les fichiers XML sont souvent utilisés pour les transferts de données, parce qu'ils comportent une bonne structure qui pourrait s'apparenter un petit peu à la base de données. Cependant, le fichier XML en lui-même reste un fichier texte, et il n'y a absolument aucun mécanisme pour sauvegarder la cohérence.
Le fichier de texte formaté du style CSV, donc c'est en fait quand vous êtes sur un tableur, vous pouvez souvent utiliser le format CSV qui va vous générer un fichier texte où toutes les colonnes sont séparées soit par des virgules, soit par des virgules. Donc c'est comma separated value en anglais, c'est valeurs séparées par des virgules. On est à peu près là sur la même logique que le fichier texte. On a les anciennes bases de données hiérarchiques du style DL1, en fait, qui partaient d'une racine et qui petit à petit développaient la branche pour arriver à des données. C'était les premières bases de données. Là aussi, on n'a pas forcément quelque chose de très relationnel entre les données, quelque chose qui va garder la cohérence. Donc c'est des bases de données en fait qui normalement ne sont plus trop utilisées en ce moment. Vous avez la base des registres aussi, à laquelle vous pouvez accéder quand vous êtes sous Windows en tapant regedit, qui peuvent aussi être considérés finalement dans une approche base de données, dans le sens où en fait vous avez sorti certaines données du traitement. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser dans les registres, modifier les valeurs de registre, et les valeurs de registre modifiées seront utilisées par Windows, et vous pourrez paramétrer Windows sans effectivement rentrer dans le code, par exemple, puisque le code de Windows, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir le comprendre. Vous pouvez paramétrer Windows sans avoir à rentrer dans le code, à modifier le code et à le recompiler. De toute façon, je pense qu'il ne vous laisserait pas faire. Et enfin, vous avez aussi des formats d'échange qu'on appelle des EDI, des Electronic Data, je ne sais plus si c'est Interface ou International, peut-être International. En fait, ce sont des formats de données qui permettent l'échange de données avec une certaine norme. Si par exemple vous allez chez votre médecin, vous payez avec la carte vitale, eh bien vous aurez une partie qui sera remboursée par la caisse primaire, une partie par la complémentaire. Et bien entre ces organismes, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des fichiers qui sont formatés à une certaine norme. Alors, il faut respecter la norme au moment de l'envoi, c'est-à-dire que on vous dira, dans telle ligne, tu mets le numéro de client à telle position, puis tu mets le nom de client à telle position, le prénom de client à telle position. Donc vous avez une espèce de calque qui est fait sur le fichier, et en fait, la personne qui reçoit ce fichier possède le même calque et arrive à redécomposer ce qu'il y a dans le fichier pour avoir toutes les informations. Donc là aussi, c'est vraiment que des données qui sont véhiculées, on n'a absolument pas de notion de traitement, on n'a que les informations clients, les informations de l'acte médical, ce genre de choses. C'est vrai aussi, on utilise ce fichier-là aussi quand on a des factures entre clients et fournisseurs en format électronique. Et donc, en fait, à partir du moment où la personne qui construit le fichier utilise la même norme que la personne qui lit le fichier, en fait, on arrive à retrouver nos données dans notre fichier. Donc on a déjà vu qu'il y a déjà des fichiers un petit peu qui se baladent comme ça, qu'on utilise, qui sont présentes par exemple sur notre ordinateur, on ne les utilise peut-être pas tous les jours, mais on a déjà vu que dans qu'on essaye le plus possible de sortir les données des traitements, de pouvoir dissocier les deux et de pouvoir les traiter de façon indifférente. Donc qu'est-ce qu'on attend d'une base de données au final? Eh bien on attend déjà que les données soient sauvegardées. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut mettre dans une base de données, on veut pouvoir le récupérer, ne pas le perdre. On veut pouvoir rendre la mise à jour possible des données. C'est-à-dire que l'informatique n'est pas une science fixe. Quand vous avez des données dans votre base de données, vous voulez pouvoir les mettre à jour. Vous avez un client qui change d'adresse, un client qui change de numéro de téléphone, un article qui change de prix. Tout ça doit pouvoir évoluer. La base de données ne doit pas être quelque chose de fixe, de trop rigide. Il faut pouvoir que ce système évolue en même temps que la programmation. Parce que si vos traitements évoluent, ça aura peut-être aussi un impact sur vos données. On veut pouvoir mettre en place des sauvegardes automatiques. Ça, c'est un sujet sur lequel on a déjà un petit peu discuté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les données sont à part des traitements, eh bien, il est beaucoup plus facile de sauvegarder les données. Et beaucoup moins volumineux, puisque vous ne sauvegarderez pas les traitements à chaque fois. Et donc, vous pourrez organiser vos sauvegardes automatiques, soit une fois par jour, soit une fois par mois, soit une fois par heure si vous êtes vraiment très pessimiste. Dupliquer ces données, les avoir sur plusieurs sites et ainsi sécuriser les données qui sont cruciales pour votre entreprise ou pour votre organisation. Enfin, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir récupérer des données dans un temps acceptable. Et là, vous commencez à sentir qu'il va y avoir une espèce d'ordre quand même à respecter. Vous le voyez d'ailleurs dans les choses de la vie quotidienne, vous retrouvez facilement les choses qui sont mieux rangées.
quand on a toutes les affaires sur un tas, ça prend beaucoup plus de temps que d'avoir une armoire avec des étagères, et sur chaque étagère vous savez ce qu'il y a, et quand vous cherchez quelque chose, vous allez directement sur la bonne étagère, et vous retrouvez ce que vous cherchez. Donc là, récupérer les données dans un temps acceptable, on est à peu près sur le même ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il va falloir, si vous avez des données, et raison de plus si vous avez énormément de données, ou si on continue à cumuler des données, vous allez devoir trouver un système d'organisation de ces données pour pouvoir les récupérer dans un temps imparti. Vous ne pourrez pas, par exemple, vous permettre de passer tout ce que vous stockez en revue jusqu'à trouver ce que vous cherchez. Il va falloir mettre en place des outils qui vont vous permettre d'aller plus directement au produit, au client ou à la notion que vous gérez. Encore une fois, on veut permettre les accès concurrents aux données, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'utilise une base de données, je ne veux pas bloquer la base pour tous les autres utilisateurs, je veux qu'ils puissent l'utiliser eux aussi. Et enfin, on veut maintenir la cohérence des données, ça aussi on en a parlé, c'est-à-dire que la base de données va vous poser des questions pour voir si il va pouvoir vous aider à maintenir la cohérence des données. C'est-à-dire que si vous essayez par exemple de supprimer un client dans une base de données et qu'il existe encore des factures liées à ce client, on aimerait que la base de données vous le dise. C'est-à-dire qu'il vous dise attention, tu essaies de supprimer un client, mais j'ai encore des factures pour ce client. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Et dans ce cas-là, je supprimerai le client et je supprimerai aussi toutes les factures. Sinon, si tu t'es rendu compte que tu as fait une erreur, parce que c'est peut-être le mauvais client que tu as sélectionné, alors on arrête tout, tu gardes ton client, tu gardes tes factures. Ça, c'est un mécanisme, en fait, pour maintenir la cohérence. Et ce mécanisme qui maintient la cohérence, en fait, est apparu avec les bases de données relationnelles. Et donc, on a un peu cet acronyme barbare quand on parle de base de données, qu'on utilise souvent, qui est SGBDR. Et SGBDR, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles. Alors, le R est important, c'est le relationnel qui, justement, va nous permettre d'avoir des mécanismes pour maintenir la cohérence. Et il faut savoir qu'il y a effectivement aussi des systèmes de gestion de bases de données qui ne sont pas relationnels et qui fonctionnent donc comme des fichiers texte. Donc on va creuser un petit peu cette notion de base de données relationnelle. Donc je vais vous montrer un petit exemple pour qu'on assimile un petit peu mieux cette notion de relationnel. Mais cette maintien de cohérence également. Donc là j'ai créé deux tables. Donc je les ai créées sous un tableur. Hein. C'est ce qu'on pourrait faire par exemple quand vous faites quelque chose de très petit ou quelque chose à titre privé, vous n'avez peut-être pas envie de vous monter une base Oracle ou une base MySQL, eh bien vous prenez un tableur et puis vous commencez à taper un tableau. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai pris dans mon premier tableau, j'ai pris une liste de romans avec leurs auteurs et les années de parution des romans. J'ai dans mon deuxième tableau, j'ai une liste des auteurs, cette fois-ci, avec leur nom, leur prénom et leur année de naissance. Et la question qu'on se pose, qu'est-ce que se passe-t-il si on supprime un auteur sans supprimer ses œuvres? Eh bien en fait, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas de lien entre les deux tables, rien ne m'empêche par exemple de supprimer Isaac Asimov de la table des auteurs, et par contre, dans mon autre tableau Excel, je vais avoir toujours des livres qui ont été écrits par Isaac Asimov, par contre, j'ai supprimé l'auteur. On voit qu'entre deux fichiers texte, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien de cohérence. On ne va rien vérifier. On ne va vous empêcher de rien faire. Si vous avez envie de supprimer à gauche et de ne pas supprimer à droite, vous allez avoir le droit de le faire. C'est juste en fait vos fichiers qui vont perdre la cohérence. Les fichiers ne sont plus cohérents entre eux. Voilà, donc je pense que là on a bien expliqué un peu ce qu'est une base de données relationnelle. Et donc on va maintenant voir comment stocker les données et quelles sont les données qu'on a envie de stocker. Alors, construire une base de données, j'ai commencé par mon premier point, est un travail d'investigation. En effet, si vous êtes nouveau dans une organisation ou nouveau dans une entreprise et qu'on vous demande de construire une base de données, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont spécialistes dans certains domaines. Vous allez voir par exemple une personne qui va s'occuper par exemple du fichier client, qui ne sera pas forcément informaticienne, qui va s'occuper de récupérer les informations du client afin qu'on puisse leur livrer de la marchandise, afin qu'on puisse leur envoyer leur facture, et tout ça. Vous allez avoir des gens qui sont spécialistes en logistique, vous allez avoir des métiers divers et variés. Eh bien, le travail, quand vous montez une base de données, ça va être souvent un travail d'investigation, d'interview,
d'aller chercher l'information chez les gens qui ont la connaissance de ces informations, et ensuite, à partir de ces informations recueillies, eh bien, donc on pourra essayer de les lister dans un premier temps, on va voir ça plus tard, et ensuite de les organiser pour pouvoir ranger correctement les données, et comme nous l'avons vu avant, de pouvoir les récupérer dans un temps qui est acceptable. Donc comment on va rassembler ces données dans un premier temps? Il y a différentes pistes à explorer. On a d'abord l'interview des acteurs. Donc là, on ne parle pas d'aller interviewer Brad Pitt ou ce genre d'acteurs. En fait, on va interviewer les acteurs de l'entreprise. Donc on peut interviewer les acteurs en interne déjà, on peut interviewer les gens qui s'occupent des fichiers clients, on peut s'occuper des gens qui s'occupent de logistique, on peut s'occuper des gens, voilà, ceux qui ont une connaissance, ceux qui vont vous amener et qui vont pouvoir vous expliquer comment ils font leur métier et de quoi ils ont besoin. La personne qui va s'occuper par exemple des expéditions va vous dire, pour pouvoir expédier quelque chose, il me faut le nom, le prénom de la personne à qui je dois expédier, et il me faut son adresse et le pays de résidence, pour que je puisse envoyer son colis. Donc là, vous allez voir déjà que vous pouvez déjà noter, il faut le nom client, prénom client, adresse client et pays de résidence client. Vous commencez déjà à étoffer un petit peu votre dictionnaire des données. Et puis vous allez voir la personne qui va préparer le colis, et qui va dire, moi il me faut, pour le client en question, il me faut la désignation des articles, le code article, pour que je puisse les chercher et composer son colis. Donc vous allez voir que pour la gestion d'une commande, déjà, vous avez toutes les informations du client, toutes les informations de l'article. Donc là, ce sera une partie interview. Vous pouvez apprendre énormément également en jetant un coup d'œil sur les documents internes. En effet, quand vous avez une entreprise, émet des documents. Elle émet par exemple des factures, elle émet des bons de livraison, elle émet des devis. Et bien quand vous passez au crible ce genre de documents, vous pouvez retrouver énormément d'informations. Quand elle envoie une facture à un client, donc vous savez qu'il y aura le nom, prénom client de nouveau. Vous savez également qu'il y aura de nouveau son adresse pour pouvoir lui envoyer, éventuellement un numéro de téléphone pour le contacter. Donc ces documents sont à analyser parce que vous retrouverez énormément d'informations dont l'entreprise a besoin pour faire ses traitements. Enfin, vous pouvez aussi vous baser sur les documents externes, comme par exemple les factures fournisseurs, ou alors les informations réglementaires, ou ce genre de choses, qui, là aussi, vous pouvez les passer au peigne fin, retrouver les informations qu'elles contiennent, et essayer de voir si elles sont pertinentes ou pas dans la base de données que vous essayez de monter. Donc là, on a déjà vu 3 voies un petit peu qui vous permettent d'étoffer les données que vous allez manipuler. À ce stade, on a encore des informations en vrac, c'est-à-dire que vous avez listé les informations, mais vous n'avez pas encore commencé à les ordonner. Mais c'est la première étape pour le montage de notre base de données. Ensuite, l'information que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'une information doit obligatoirement être stockée ou est-ce qu'elle peut être recalculée? Là, je pense notamment, on va prendre, vous avez fait une facture sur laquelle, en grande surface, et vous avez des achats dessus. Vous avez acheté tel produit, vous l'avez acheté N fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et donc son prix multiplié par la quantité vous a donné le prix de l'article. Et puis à la fin de la facture, vous avez en fait la somme de tous les articles que vous avez achetés. Est-ce qu'il est utile, selon vous, de stocker tous les totaux? Eh bien, on va se rendre compte que non, puisque en fait, vous dupliquez l'information en fait. Puisque à partir du moment où vous savez que vous avez acheté 5 articles qui vaut 6 €, vous savez que cette ligne effectivement va valoir 30 €, mais vous savez que vous allez pouvoir la recalculer. Puisque vous avez 5 articles à 6 €, vous savez que vous pourrez recalculer le total. Donc il n'est pas nécessaire de stocker le total quand il y a un moyen de le recalculer. Enfin, la dernière question que l'on peut se poser, c'est de quel niveau d'atomicité ai-je besoin? Donc c'est-à-dire à quel moment comment je suis obligé de fragmenter l'information. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'adresse d'un client. Si vous avez un client et que vous utilisez toujours l'adresse de manière complète, c'est-à-dire qu'il habite 20 rue de la Liberté, 75 000 Paris, je ne sais pas si ça existe, c'est quelque chose que je donne comme ça, mais si vous utilisez l'adresse toujours sous cette forme, toujours pour lui envoyer soit un colis, soit un courrier, vous pouvez laisser un seul champ qui va contenir l'adresse complète. On voit souvent sur des formulaires, sur le net, quand vous remplissez un formulaire, que vous avez
le numéro du bâtiment, la voie, le code postal, la ville, le pays, et ainsi de suite. On voit que l'adresse est décomposée. On peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de décomposer cette adresse? Alors, ça peut ne pas être le cas. On peut avoir une adresse qu'on utilise toujours pareil, comme nous l'avons vu, pour envoyer. On peut avoir besoin, par exemple, de décomposer l'adresse si jamais on essaie de faire des traitements sur le code postal, par exemple. Si vous êtes une entreprise qui livre sur toute la France, le code postal peut peut-être être intéressant puisqu'il contient le numéro de département. Et du coup, à partir du code postal, vous pouvez organiser votre livraison par département. Donc le fait que le code postal soit une information à part peut être intéressant. Donc là, le niveau d'atomicité, voilà, c'est exactement ça. Vous cherchez à savoir si l'information doit être fragmentée ou si dans votre traitement, vous l'utilisez toujours complète. La méthode Meurize, en fait, va vous aider à mettre sur place une base de données. Donc c'est une méthode, et c'est pas un langage, on insiste assez là-dessus, c'est que la méthode va traduire vos choix organisationnels, et va traduire comment vous avez cerné le problème. C'est-à-dire que deux personnes qui analysent le même problème ne vont pas forcément arriver sur la même solution, comme ça pourrait être en maths ou en physique. Le modèle, en fait, va être surtout un modèle de communication, ça va être mon premier point, elle permet de faciliter la communication et la prise de décision, parce que vous allez regrouper vos données, vous allez les organiser, et le modèle va vous permettre de dialoguer avec les autres personnes, avec des personnes qui sont non informaticiennes également, c'est ça tout l'intérêt, puisque vous allez proposer une base de données et vous allez pouvoir en discuter avec des gens qui ont souvent la connaissance métier, donc c'est très important de pouvoir communiquer avec ces gens-là, et ces gens-là, souvent, quand vous allez leur ouvrir une page de code, si c'est pas leur métier, la communication sera très difficile. Donc la méthode Meurize propose justement de faire quelque chose de graphique, quelque chose de compréhensible, et vous permettra d'expliquer vos choix. Donc la méthode permet aussi d'avoir une vue d'ensemble du système à modéliser, donc c'est-à-dire que on va cerner un petit peu le périmètre de ce que vous voulez représenter, et dans ce périmètre, vous allez pouvoir représenter toutes les notions à gérer. Si vous avez à gérer des clients, si vous avez à gérer des articles, et vous allez voir un petit peu comment les notions s'articulent les unes entre elles. Par exemple, si un client achète un article, on sent bien qu'à un moment, entre l'article et le client, il va y avoir quelque chose à faire. Il va y avoir quelque chose à faire pour que cet article soit commandé par ce client. Il y a donc un lien qui va se faire entre les deux entités. La méthode Meurize, par ses modèles, permet aussi de poser les bonnes questions en interview. Et j'entends par là, c'est que vous allez essayer de construire un modèle, et parfois, en construisant le modèle, vous allez rencontrer des points de blocage, parce qu'il y a une règle de gestion qui vous manque, en fait. Vous savez que vous avez une fiche client, vous ne savez pas comment vous allez informer le client, donc vous allez reposer la question et vous dire, voilà, le client a fait une commande, sa commande est en retard, comment est-ce que vous l'informez? Donc la personne va vous répondre peut-être, eh bien, je lui envoie un mail. Dans ce cas-là, eh bien, vous savez que l'email du client va être une information que vous devrez stocker, puisque sinon vous ne pourrez pas lui envoyer un mail au moment venu. Si elle vous dit par contre, eh bien, je lui passe un coup de fil, là, ce sera plutôt le numéro de téléphone, le numéro de portable que vous aurez à stocker dans votre base de données. Donc vous voyez en fait que vous allez progressivement fabriquer votre base de données, enfin analyser votre base de données, la fabriquer, et le modèle Meurize va vous permettre de poser les bonnes questions pour compléter votre modèle et le rendre le plus robuste possible. Ça revient un petit peu à mon dernier point, elle permet de mettre en évidence rapidement les points de blocage. C'est qu'en construisant le modèle, en construisant votre schéma, vous allez peut-être vous rendre compte à un moment donné que vous êtes bloqué. Et là, ce sera peut-être soit parce que votre schéma a été mal pensé, donc il sera peut-être temps de le penser les choses différemment, d'adopter un autre point de vue, soit c'est peut-être une information qui vous manque, et donc là, ce serait bon de vous mettre en relation avec la personne qui a les connaissances métiers, qui va vous permettre de vous débloquer, de vous donner l'information qui vous manque. Donc la méthode Meurize, c'est une approche par couche, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de modéliser l'ensemble du problème d'un coup. En fait, on va décomposer le problème en plusieurs couches, et à chaque niveau, on va s'atteler à une facette différente du problème. Et ensuite, couche par couche, on va à chaque fois ajouter une propriété en plus,
et puis à la fin, on sera arrivé à modéliser le système en entier. Donc on est parti sur 4 niveaux dans Meurize, le niveau conceptuel, le niveau organisationnel, le niveau logique et le niveau physique. Et chacun de ces couches répond en fait à une question. Le niveau conceptuel, lui, va répondre à la question du quoi. Qu'est-ce qu'on manipule? J'ai un fichier client, je manipule des clients. Je passe des commandes, eh bien je dois manipuler probablement des articles, je manipule probablement des clients. Donc, qu'est-ce que je manipule? Ça va être la première question, le niveau conceptuel. Là, la méthode Meurize sépare aussi les données des traitements, comme nous l'avons vu précédemment. Donc, pour les données, nous allons construire un modèle conceptuel des données. Donc là, c'est le nom des modèles, nous allons voir les modèles un peu par la suite. Et le traitement va être le modèle conceptuel de traitement. Donc il y a une séparation. Si vous êtes sur de la base de données, en fait, ce qui va vous intéresser, c'est effectivement la représentation des données, donc ça va être la première colonne données. Surtout les modèles de la première colonne. Quand nous allons passer au niveau organisationnel, là nous allons nous intéresser, nous allons reprendre bien entendu ce qui a déjà été fait au niveau conceptuel, donc nous allons garder la réponse à la question quoi, et nous allons ajouter 3 nouvelles questions, qui sont la question qui, la question où et la question comment. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher qui sont les acteurs qui interviennent, quand on prépare une commande, qui va la préparer, quand on fait la livraison, qui va l'envoyer, qui à la base a commandé, donc là ça va être une gestion de clients, ça va être une gestion des acteurs, ça va être une gestion des acteurs internes de l'entreprise, où est-ce que chaque action sera faite, qui va aussi pouvoir nous amener des données, quand, donc là on est plutôt sur une contrainte de temps, qui va nous permettre de dire, par exemple, il y aura peut-être des délais d'attente, on sait que la préparation d'une commande va prendre 2 ou 3 jours, on sait que l'expédition va prendre 1 jour, là on va s'intéresser plutôt à la dimension de temps. Enfin, au niveau logique, on va essayer de chercher un petit peu quels sont... alors j'allais dire les outils, mais je veux pas que vous compreniez par là que les outils ce soit par exemple de dire maintenant je vais faire une base de données Oracle ou je vais faire une base de données MySQL. Non, en fait la logique ça va s'atteler plutôt à est-ce que je vais faire une base de données relationnelle, est-ce que je vais faire une base de données non relationnelle, ce genre de choses. Ça va être le type de base de données. Ça va pas encore être la base de données, mais ça va être le type, comment est-ce qu'on va penser nos données, comment est-ce qu'on va les organiser. Et enfin, le niveau physique va répondre à la question comment. Là, on sera vraiment proche du matériel. Et donc là, c'est à ce niveau-là qu'on va se dire, maintenant, que j'ai fait toute mon étude, toute mon analyse, c'est là que je vais faire du MySQL, où je vais me mettre à Oracle, suivant, en fait, les contraintes que j'aurai. La première étape pour quand on collecte les données, c'est de créer ce qu'on appelle le dictionnaire des données. Alors un dictionnaire des données, c'est quoi? C'est en fait un listing de toutes les informations qu'on a trouvées intéressantes à faire. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, on s'est intéressé au client, et on a vu que les premières informations du client, c'était le nom du client, le prénom du client, l'adresse du client. Si on veut le contacter, il faudra probablement un mail, un téléphone, et donc en fait, vous listez ça dans un tableur ou dans un fichier texte, les données les unes à la suite des autres. Le but en fait est de prendre connaissance de toutes les notions manipulées, de tout ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire notre action. Tout ce qu'il va falloir faire, par exemple, pour que notre commande arrive à terme. Du moment où la commande est faite par le client, jusqu'à la préparation de la commande, peut-être l'approvisionnement aussi des articles qui doivent composer cette commande, et ensuite, jusqu'à la livraison, l'expédition et la facturation. Donc là aussi, on a regardé tous les documents, on a interrogé les différents acteurs qui nous ont dit à chaque fois de quoi ils avaient besoin, et on se retrouve avec une liste d'informations. Donc pour chaque information, on essaie de définir son type. Est-ce qu'on va stocker ça sous chaîne de caractères? Est-ce qu'on va stocker ça en nombre? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un booléen? Et là aussi, ça va nous permettre de nous poser pas mal de questions et rendre notre modèle de plus en plus robuste. On va essayer de calculer sa longueur, puisque dans le traitement des données, on va essayer aussi de limiter la longueur de chaque enregistrement, ou au moins, si on ne veut pas la limiter, au moins en avoir une notion. C'est-à-dire, on veut savoir aussi combien de place va prendre la base de données une fois qu'elle sera remplie. C'est très important, puisqu'en ce moment, les grands sites marchands, ce sont des millions et des millions de lignes dans la base. Donc, c'est bien de savoir à quelle limite on peut fixer sur chacun des champs. On s'interrogera aussi sur sa règle de calcul, ça aussi on l'a vu avant.
Est-ce que la donnée, finalement, ce ne serait pas une donnée qui serait calculée par rapport à des données qu'on a déjà? Par exemple, le total d'une facture, qui en fait est le total de toutes les lignes de la facture, mais chaque total de lignes est en fait lui-même le nombre, la quantité d'articles achetés fois le prix de l'article. Donc en fait, on se rend compte, si encore on a une question de place que l'on veut gérer, qu'il a des données qui sont calculées, qui finalement peuvent être retrouvées dans la base de données sans être obligé de les stocker. Enfin, on peut aussi lister les documents où sont utilisées les informations pour faire directement le lien entre l'information et là où on en aura besoin. Donc un dictionnaire des données, à quoi ça ressemble? Je vais vous en retrouver un. Je vais vous en donner un vierge, à peu près pour qu'on se fasse une idée. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Vous faites un petit tableau, vous mettez ici le nom, la description, le format, la longueur. Par exemple, je vais faire une petite ligne avec vous si vous le voulez. On peut estimer qu'on a le nom des clients. La description, eh bien, c'est le nom du client. Son format, on va dire que c'est une chaîne de caractères que l'on limite à, je dirais, à 50 caractères. Je pense, il y a peut-être des noms plus grands, mais bon, je pense que 50. 50, c'est déjà une bonne longueur. Est-ce qu'elle est calculée ou elle est élémentaire? Non, le nom du client, c'est pas quelque chose qu'on peut calculer à partir d'autres données. C'est quelque chose d'élémentaire. Il n'y a pas de règle de calcul, il n'y a pas de règle de gestion. La dernière colonne concerne les dépendances fonctionnelles. Ça, c'est quelque chose que nous allons voir tout de suite. Les dépendances fonctionnelles vont commencer à nous aider à savoir comment est-ce que nous allons grouper nos données pour les rendre plus facilement accessibles, plus faciles à sauvegarder. Donc, que nous dit la définition? La définition nous dit qu'il y a dépendance fonctionnelle lorsque la connaissance d'une information détermine à coup sûr la valeur d'une autre information. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que y a des informations en fait qui sont liées à certaines autres informations. Vous avez peut-être remarqué que nombre de sites qui vous demandent une identification utilisent comme identifiant en fait votre adresse mail. Et bien c'est tout simplement parce que votre adresse mail est quelque chose d'unique. Et lorsqu'on a votre adresse mail et qu'on utilise l'adresse mail et qu'on vous demande ensuite de rentrer votre nom, prénom, adresse ou numéro de téléphone, on sait que l'unicité de votre adresse mail vous permettra de retrouver à coup sûr vos informations. On comprend facilement, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser un nom de famille comme dépendance fonctionnelle, puisque beaucoup de gens dans le pays ont le même nom de famille. De même, on ne peut pas utiliser le prénom, puisque le prénom est aussi partagé par plusieurs individus. Par contre, l'adresse email, elle est unique par individu. Et donc, quand on veut identifier une personne, on peut utiliser son adresse mail, on est sûr de l'unicité de l'adresse mail. Je cite quelques autres informations pour les dépendances fonctionnelles. Donc on a effectivement l'adresse mail qui peut être utilisée, on a le numéro de client, par exemple, ça vous avez peut-être déjà remarqué lorsque vous recevez une facture, vous avez acheté quelque chose, vous recevez une facture, vous avez souvent un client et un numéro de client. Là aussi, c'est parce que l'entreprise qui stocke les données a estimé que vous n'aviez pas d'informations qui pouvaient servir de clé, qui pouvaient être uniques. Le nom ne pouvait pas servir puisqu'elle avait plusieurs clients qui avaient le même nom, le prénom c'était pareil, et donc elle a créé un numéro de client qui vous est unique, et avec ce numéro de client, elle retrouve toutes vos informations. Là c'est pareil, quand vous appelez une société, ils vous demandent souvent, donnez-moi votre numéro de client qui est écrit en haut de votre dernière facture. Parce qu'avec le numéro de client, ils vont retrouver en fait toutes les informations qui vous concernent. Là, le code barre, c'est aussi quelque chose qui rend un article complètement unique, hein, le code barre que vous avez sur tous les articles. Il y a des gens qui pensent en fait que le code barre en fait, qui passe à la caisse contient le prix. En fait non, le code barre contient l'information sur le produit. Et c'est la base de données du supermarché qui derrière va associer ce code
au prix tel qu'il est affiché dans le supermarché. D'ailleurs, si vous achetez le même produit dans un magasin et que vous achetez le même produit dans un second magasin, même s'ils n'ont pas le même prix, vous pourrez comparer les codes barres et vous verrez que le code est unique. Parce que le code barre, en fait, il y a une partie du code barre est le code de l'entreprise qui produit cet article, et la deuxième partie est en fait le numéro d'article dans l'entreprise. Et donc là aussi, par article, en fait, le code barre est unique. Enfin, on peut avoir des dépendances composées, c'est-à-dire que c'est deux informations qui permettent d'identifier un objet précis. Si par exemple je vous dis le premier tome du Seigneur des Anneaux, c'est la communauté de l'anneau, c'est comme ça que s'appelle le roman. Eh bien en fait vous voyez que nous l'avons identifié parce que c'est le premier tome de la série Seigneur des Anneaux. Donc nous avons l'information que c'est le premier, et nous avons l'information qu'il appartient à une collection, le Seigneur des Anneaux. Et c'est les deux informations ensemble qui nous permettent d'avoir le nom du roman. C'est exactement la même chose si par exemple vous regardez une course, en fait, et vous dites par exemple c'est le premier de telle course. Celui qui a gagné, c'est le premier de telle course, va vous permettre d'identifier un individu, une personne. Vous ne pouvez pas vous limiter en vous ne parlant que de la course, puisque là vous aurez tous les participants à cette course. Vous ne pouvez pas vous limiter à dire c'est le premier, parce que là vous aurez le premier de toutes les courses. Mais c'est le premier de cette course qui vous permet d'identifier de façon unique une personne. Donc on a bien une dépendance fonctionnelle composée. Voilà, donc nous terminons ici la présentation de la base de données. Donc j'espère, au travers de cette vidéo, vous avoir montré quelle est l'importance de construire une base de données, quelle est l'importance surtout de séparer les données des traitements, pour que, on le répète un petit peu, pour que les données puissent être sauvegardées à part, mais qu'elles puissent aussi être modifiées par des gens qui ne sont pas forcément informaticiens et qui n'ont pas forcément envie de creuser dans du code. Nous avons parlé un petit peu de la méthode Meurize, pour voir un petit peu les différents schémas qu'elle peut contenir, les différentes couches, comment se fabrique un modèle au travers de la méthode Meurize, c'est-à-dire petit à petit, en répondant petit à petit aux questions qui vont se poser. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment construire un modèle conceptuel de données. Et enfin, nous avons fini par le dictionnaire des données, qui vous montre en fait qu'on peut lister les différentes données qui vont vous être utiles pour construire votre base de données qui seront récoltées soit par interview, soit sur les documents internes. Et enfin, nous avons vu cette notion de dépendance fonctionnelle, qui est une notion très importante, qui va nous permettre de grouper en fait les informations avec les informations qui vont ensemble. Vous allez voir par exemple que si vous identifiez un client par l'adresse mail du client ou par un numéro de client, et bien que ce numéro de client va vous permettre de ramener le nom du client, le prénom du client, l'adresse du client, le téléphone du client, l'adresse email, les fiches de contact de ce client. Mais vous allez voir par exemple que ce numéro de client ne va pas forcément pouvoir vous ramener un article. Donc vous vous rendez déjà compte en fait que le client va constituer une entité, alors que l'article va probablement constituer une deuxième. C'est un peu cette notion de dépendance fonctionnelle qui va vous donner ce groupage, et ça va être très utile lorsque nous allons construire notre modèle conceptuel des données, que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Jusque là, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour la suite.